différents placements. Cela dépend souvent de notre choix sociétal. C'est comme ça que je préfère présenter cela. Après ce dimanche, comme souvent tous les dimanches, nous sommes en direct sur Tchad 24 via le bouquet Ilnet et bien entendu sur les réseaux sociaux. Les invités, comme tous les dimanches, sont là. Vous le constatez, je ne suis pas seul sur le plateau. Et non des moindres, hein, ils nous entourent, ils m'entourent, vous chez vous, nous ici, nous également chez vous, en direct, s'il vous plaît. Nous allons commencer, n'est-ce pas, par notre illustre invité aujourd'hui, il s'appelle Augustin Yaïbé, à qui je dis bon après-midi. Moubarak, bon après-midi aux téléspectateurs qui nous regardent sur Tchad 24, mais également nos panélistes qui sont là. Et je sais que pas de moins, c'est les érudits. Nous allons partager la table aujourd'hui, échanger. Merci. Et ils ne sont pas là pour rien, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont ce qu'on appelle souvent l'art de la parole. Augustin Yaïbé est le nouveau directeur Afrique Média Tchad, ce qu'il fallait préciser. Oui, tout à fait, directeur général d'Afrique Média Tchad. Afrique Média Tchad, c'est quoi Afrique Média? Est-ce que les téléspectateurs de Tchad 24... Oui, Afrique Média Tchad, c'est une télévision à caractère panafricaine, située sur le plan géographique au niveau du Cameroun, et nous sommes un peu partout dans le monde entier. Nous sommes en Russie, nous sommes en Guinée-Conakry, nous sommes en Guinée équatoriale, nous sommes au Tchad, nous sommes un peu partout. Enfin, on regarde aussi, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Alors, nos téléspectateurs sont nombreux et nous débattons au moins, n'est-ce pas, sur la thématique politique générale. Et on a aussi c'est ça le problème. Tout à fait. Et Afrique Média est en partenariat avec... Bien sûr, avec Tchad 24. Exactement. Avec Tchad 24, nous partageons beaucoup de choses avec Tchad 24. Et c'est d'ailleurs pour cela que via le bouquet Ilnet, tout à fait, on peut rapidement trouver Afrique Média dans le bouquet. Média, tout à fait. Et d'ailleurs, j'en remercie et j'en félicite encore une fois de plus le promoteur de Tchad 24. Tout à fait. Merci en tout cas de nous honorer de ta présence. C'est à moi plutôt de vous remercier. De suite, je passe également à Baba Larassem qu'on ne présente plus. Bon après-midi. Excellent après-midi. Comment vas-tu? Très bien. Oh, ça va excellemment bien, puisque je suis déjà là. C'est grâce à la pluie, très peu de... Mais il fait de temps en temps chaud. Hein, oui, mais on s'accommode avec toutes les situations. Mais ça n'a rien à voir avec la chaleur du mois de mars. Hein, ça commence à tempérer un peu. Là. Voilà, on rend grâce à Dieu parce que là, on a la pluie qui est abondante et ça rafraîchit. Et Tchad 24 nous accueille chez elle, donc c'est... Merci de nous honorer. C'est agréable. De ta présence, Baba Larassem, qu'on ne présente plus. Hein. Il est là comme et quand il le faut. Alors, on passe à notre invité politique, variante essentiellement politique, Issa Hissène Al-Khalil, PPL. Vous en êtes le président. Oui. Le parti qui ne regarde que 1 284 000 km. Hein. On vous parle de l'Afrique qui va s'unir. Vous êtes basé qu'au Tchad. Je peux même dire au Tchad que c'est spécifiquement en N'Djamena. Quelle est la force de présence de votre parti sur le territoire national? C'est vrai, on disait tout le jour. Nous sommes déjà dit bonjour, bonjour à mes téléspectateurs de Tchad 24 et à vous les panélistes. Et bon après-midi à vous encore. Merci beaucoup. Et puis, toujours, je suis africain et puis mon village c'est N'Djamena ou le Tchad. Ah, bon, ça ressemble à un slogan très connu. Hein. Il est actuellement du côté d'Addis Abeba. Celui qu'on ne vous présente plus, c'est Ahmad Haroun Lari. C'est le premier depuis Gozator à conquérir notre cœur. Les fidèles même vont s'en rendre compte que pratiquement c'est le plateau de Gozator en termes de lifting et de design qu'on vous représente ici. Mais bon, on trouve que c'est beau, hein, de temps en temps, via vos coups de fil, vos SMS, via les réseaux sociaux, nous nous sommes dit que pourquoi pas remettre tout cela en face. Alors, Ahmad Haroun Lari, merci de nous honorer de la présence. Merci également à vous, Moubarak. Merci à nos téléspectateurs. Le dimanche se passe bien? Le dimanche se passe bien. Nous sommes là comme le pays et on est en train de nous battre pour combattre et éliminer Covid de notre pays. Et donc, c'est une fierté aujourd'hui que le Tchad est au devant de tout. Et nous, on a pu un peu maîtriser ces miens. Chers panélistes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on donne la parole à Larry, il nous met toujours en droite ligne sur Covid-19. D'où ma question, les 10 millions, ça va? Parce qu'on a accusé notre consultant permanent de tout et de rien.
Bon, les 10 millions s'est bien passé parce qu'on m'a donné les 10 millions pour faire le travail. Et vous l'avez gardé à la maison? On a dit non, on ne peut pas faire le travail seul. Oui. Donc il faut distribuer aux organisations des jeunes qui sont sur le terrain. Et ce qu'on a fait. Donc c'est bien passé parce qu'aujourd'hui c'est une fierté parce que les jeunes qui ont réussi ces fonds, ils sont en train de faire le travail de porte à porte et ils sont en train de produire de bons résultats. Donc je suis fier de ça parce que j'ai bien choisi les personnes qu'il le faut pour donner cet argent. Parce que si on me donne à moi, pour laisser à la maison, je peux le faire. Mais les vies humaines qui sont là, les gens... Donc il faut partager avec les autres. La bonne nouvelle également pour nos chers téléspectateurs, c'est que depuis un certain temps, on va dire quoi, 4 semaines, 8 semaines, que le chef de l'État, son excellent Idriss Déby Itno, a pris la tête pour combattre. Il ne combat pas que Boko Haram, hein, il est également... il trône à la tête. C'est à féliciter, voilà, féliciter les actes notoires du président de la République, son excellence Idriss Déby Augustin Yahibé, pour la population, au moins, n'est-ce pas, du Tchad. Je pense que vous avez constaté que dès le départ, lorsque en réalité on avait au moins, n'est-ce pas, le premier comité qui a été mis en place pour mettre en exergue cette situation, ils ont failli. Et lorsque en réalité le président a su qu'il fallait plutôt, n'est-ce pas, rétablir certains ordres, alors il a pris une décision et finalement vous allez constater aujourd'hui, les faits sont réels, nous n'avions plus au moins, n'est-ce pas, le nombre de personnes qui sont peut-être pas consultées aujourd'hui au moins, il n'y en a plus et nous allons certainement constater s'il y avait au milieu de nous au moins des personnes, ressources qui pouvaient nous donner au moins, n'est-ce pas, les chiffres exacts, vous allez comprendre qu'en réalité c'est déjà éradiqué, Covid-19 en Djamena ou au Tchad, où vraiment ça n'a plus de fait grâce à son excellence. Augustin Yahibé, d'où la relance, hein, je précise aux téléspectateurs que c'est le nouveau directeur Afrique Média Tchad. Alors, a-t-on effectivement besoin que le chef d'État soit à la tête de tout pour que cela puisse marcher? Quand il n'est pas là, ça ne marche pas. Quand il est là, on est obligé de bousculer pour que cela puisse marcher. Il doit être à la tête de tout, presque. Bon, il reste un homme. Oui, c'est vrai, ce que vous dites est pertinent parce qu'il faut reconnaître qu'il y a ce qu'on appelle au moins, n'est-ce pas, je voudrais contextualiser ça dans le contexte actuel, parce que nous sommes au XXIe siècle. La paresse intellectuelle permet également à des personnes qui ne peuvent pas, au moins, n'est-ce pas, faire sortir. Parce qu'en réalité, lorsque le président de la République donne, ou propose, ou peut-être, n'est-ce pas, nomme une personne, en réalité, il ne nomme pas la personne pour venir s'asseoir sur la table, ou peut-être, n'est-ce pas, s'arroger du fauteuil. C'est de faire venir, c'est-à-dire que ce qui est dans le négatif et ramener vers le positif. Mais malheureusement, c'est comme si nos intellectuels, ils ont cette paresse-là de faire apparaître ce qui est à faire. C'est pourquoi le président de la République est obligé, lui-même, n'est-ce pas, de mettre la main dans la pâte et pour solutionner ce qui est solutionnable. Pourquoi? Pour quelle raison? Vous avez constaté, moi, lorsque j'étais encore à l'étranger, j'ai constaté le président de la République, lorsqu'il est allé dans le lac, je pense, le 29 mars 2020, lorsqu'il a constaté que... C'était en mission pour Afrique Média. Bien sûr, j'étais en mission pour Afrique Média. Et alors, on a constaté ça de la population. Il faudrait aussi, n'est-ce pas, appeler la communauté internationale et nationale. Nous avons constaté que le président ne voudrait pas que les Boko Haram, qui a véritablement massacré des Tchadiens, et vous savez que c'est un patriote, d'abord il faut le reconnaître, et le président de la République c'est un patriote, il est nationaliste et il est aussi, n'est-ce pas, panafricain. Les Tchadiens en particulier et les Africains en général. En général. Et alors vous avez vu, lorsqu'il a pris une décision d'y aller au moins, n'est-ce pas, au fond, et il est revenu avec véritablement une somme totale, très compétente, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, sur le site qui est national et international, je suis convaincu Idriss Déby a hissé notre pays, n'est-ce pas, au-delà de l'extrémité. Il faut le reconnaître parce que nous ne venons de rien du tout. Nous étions, le Tchad était la Cendrillon, il n'était pas reconnu. On a connu seulement les Tchadiens en matière de guerre, en matière de couteaux, en matière de ceci et cela. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le président de la République veut professionnaliser au moins, n'est-ce pas, l'armée. Et aujourd'hui, ça se voit à travers... Quelque chose de beau est en train de jaillir. Merci ça. À Augustin Yahibé. Ce genre de débat, vous pouvez l'avoir, n'est-ce pas, sur Afrique Média. Je l'appelle Augustin Yahibé. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, vous l'appellerez professeur Augustin Yahibé. Ne confondons pas les choses. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Vous êtes sur Tchad 24. Nous sommes en direct et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment et spécifiquement Facebook. Merci de nous honorer de votre présence.
ce qui a marqué l'actualité de la semaine, je ne sais pas si les invités ont remarqué, c'est encore et toujours le président de la République qui est devenu maréchal. Alors je me tourne de suite vers notre ami Amat Haroun-Lari. C'est quoi un maréchal dans l'armée? Maréchal. Maréchal, ce n'est pas un grand. C'est un titre honorifique qu'on donne aux généraux qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Tout à fait. En Afrique, on a connu des maréchals. Donc ces maréchaux qui étaient quelque temps dans certains pays qu'on donne, et parfois c'est le président qui s'autoproclame maréchal. Donc on a connu ça parfois. L'autoproclamation perd son nom. Par exemple, de Mobutu Sese Seko Kwazabanda, c'était une proclamation ou, oui, mais Mobutu c'est différent parce que Mobutu a dirigé beaucoup de guerres. Tout à fait. Qui est différent. Il a combattu sur le terrain. Qui est différent de Bokassa. Par exemple. L'empereur Bokassa c'est différent de Mobutu. Et il y a d'autres maréchaux, par exemple en Égypte, il y a les titres, les chefs suprêmes des armées, on donne les titres de maréchal. Par exemple, le maréchal Sissi, qui a passé de colonel, c'est l'ex-président, le fait président Morsi qui l'a nommé général maréchal. Donc, il y a encore d'autres, par exemple, le maréchal Haftar en Libye, c'est le Parlement. Au Tchad, aussi, c'est le Parlement qui a proposé au président Déby, ils ont voté une loi pour dire que lui, avec tous les mérites militaires qu'il a fait, on l'appelle le premier maréchal du Tchad. D'où pratiquement l'effet que ça a créé à l'Assemblée nationale, Larry, où certains députés s'y sont formellement et radicalement opposés. Par rapport au fait d'armes du chef d'État. On sait que c'est des opposants naturels, ils s'opposent même à Dieu, donc laissez-les, ils s'opposent à tout. Parce que ne pas reconnaître aujourd'hui les mérites du chef de l'État, c'est vraiment hypocrite. Aujourd'hui, les chefs de l'État Idriss Déby, même un enfant, si vous le demandez, il dit maréchal, c'est plus. Parce qu'il a passé toute sa jeunesse pour libérer l'État. Toute sa jeunesse. Il n'a même pas pratiquement connu sa jeunesse. Il n'a pas connu, mais il a perdu toute sa jeunesse pour la guerre, pour la libération du Tchad. Une fois qu'il est au pouvoir, au lieu de rester comme chef d'État institutionnel, pour rester dans son bureau, il n'a pas accepté. Il a libéré l'Afrique des djihadistes. Il a envoyé ses soldats pour défendre les frères africains partout. Il était devenu le bouclier du Sahel contre les djihadistes, contre les narcotrafiquants. Enfin, il est revenu au pays depuis des décennies qu'il est là au pouvoir. Il ne fait que combattre les ennemis du Tchad, qui sont armés parfois par les ennemis du Tchad. Il était pratiquement toujours sur le terrain. Avec l'âge, cette année, on a vu cette bravoure. Il a passé une dizaine de jours dans les îlots du lac Tchad pour éradiquer Boko Haram du Tchad. Donc, ce qu'il a fait, c'est sanitaire. Parce qu'on a dit ici au plateau, le président Déby, s'il y a une autre appellation, plus que maréchal, on peut l'appeler. Parce que le dernier grade dans l'armée, c'est le général d'armée. Et le président Déby a eu ce grade de général d'armée. Ce n'est pas dans les écoles, mais sur le terrain. Le dernier grade dans l'école militaire, c'est pour l'état colonel. Mais les autres, c'est échelon. Merci Amat Haroun-Lari. Baba Larassem, c'est un bruit de couloir. Nous, les journalistes, on entend beaucoup de choses. Mettre en exergue le fait que c'est le président de la République qui a voulu forcer, en passant par l'Assemblée nationale, qu'il contrôle via quasiment la majorité des députés pour mettre en exergue ce genre de propositions en vue de devenir maréchal. Est-ce que ça peut tenir la route, ce genre de fuite d'informations que l'opposition lance pour essayer de dénigrer l'image du chef d'État du Tchad, son excellentissime Idriss Déby? Honnêtement, en tant que Tchadien, moi je pense que je respecte l'opposition. L'opposition a sa façon de faire. Il joue son rôle d'opposant. Il joue son rôle d'opposant comme il le veut. Mais par conséquent, moi je pense honnêtement que les victoires que le président de la République a eues en tant que chef de l'État et aller sur le terrain militaire, n'est-ce pas, combattre les djihadistes, les Boko Haram. Toujours au front, en première ligne. En fait, ce n'est qu'un des éléments, mais c'est les éléments ultimes dont il a consacré son risque, il a pris un risque de sa vie. En tant que président de la République, il devait rester normalement à N'Djamena, diriger les institutions de la République, mais il a vu la question de la dangerosité de la situation, n'est-ce pas, dans le lac Tchad. Par conséquent, en tant que militaire, il devrait aller sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, si le président de la République voulait se proclamer maréchal, il n'a pas besoin de passer par l'Assemblée. S'il voulait réellement,
il convoquait, n'est-ce pas, les États, n'est-ce pas, stratégiques militaires qu'il commande, il met sur la table, une discussion se passe, et les généraux se rassemblent, prennent une décision. Ils prennent une décision, et plus tard, n'est-ce pas, le ministre de la Défense va proclamer tout simplement qu'il est maréchal. Il n'a pas besoin de passer par l'Assemblée. Mais moi, je pense que le fait que les députés, au niveau de l'Assemblée nationale, ont décidé, n'est-ce pas, de faire donner ce titre honorifique, c'est la lecture de la pensée des Tchadiens, de combien de Tchadiens. Les Tchadiens, chacun disait déjà, mais écoutez ce que le président a fait, il nous a fait du bien, il nous a sauvés des djihadistes, sinon le pays serait comme le Mali par exemple, ou en Afrique de l'Ouest où il y a tout un désordre dans le cadre sécuritaire. Eh bien, dans ce cas-là, il est allé jusqu'à non seulement libérer le Tchad, mais aussi le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Et il a fait appel pour demander, n'est-ce pas, aux armées de ces pays-là de venir prendre possession de leur territoire. Et surtout ne pas oublier l'exploit au Mali. Voilà, et l'exploit au Mali et beaucoup d'autres. Et même sur le plan de développement, ça c'est seulement militaire, c'est seulement économique et développement. Le Tchad, il y a de cela 20 ans, quelqu'un qui a vécu au Tchad, il y a de cela 20 ans, et qui est allé à l'étranger et qui revient, mais il ne peut pas reconnaître le Tchad. Sur le plan de développement, le Tchad a atteint un certain progrès économique et social dont il faut apprécier, n'est-ce pas, ces panafricanistes, parce que moi je pense que Idriss Déby, c'est un panafricaniste. Et par conséquent, son amour, son patriotisme pour le pays doit être, n'est-ce pas, récompensé. Et pour le récompenser, je vais chuter par là, le titre honorifique de maréchal n'existe pas dans l'armée. Il n'y a pas un grade dans l'armée qu'on appelle maréchal. Mais par conséquent, c'est un titre honorifique qui existe quand même pour diriger à ce qu'il a comme l'armée. Par conséquent, il mérite vraiment d'être maréchal. Augustin Yahibe, Afrique Média, Tchad. Quand on dit, il dit, avec tout ce qu'il a comme, comment dirais-je, comme fait d'armes, ne parlons que du Mali, où un chef d'État, c'est connu en France, a promis le remboursement dépensé sur la sueur du Tchad et que jusqu'à présent, ce n'est pas encore remboursé par rapport aux efforts, le sang des Tchadiens qui a coulé du côté du Mali. Alors, quand on dit, il dit, que pense Augustin Yahibe? Vous savez, tout comme les Tchadiens, d'ailleurs, il faut d'abord comprendre, il faut chercher à connaître d'abord la biographie de l'homme, d'abord en question. Parce que la première des choses, vous voyez une personne devant vous, vous ne savez pas qui il est. Voyez-vous, la première des choses, c'est d'abord de chercher à savoir sa biographie. Tout à fait. Qui est-il? Et si vous essayez de voir le parcours de l'homme, c'est en ce moment que vous pouvez savoir la vision de l'homme. Parce qu'en réalité, tout ce que nous cherchons, c'est pour aboutir à un objectif concret. Et vous allez comprendre que lorsque Idriss Déby est rentré dans l'armée, je pense que dans les années 79, c'est là où il revient de son pilotage. Et après, comme je disais, il y a eu déjà une situation très difficile lorsque Hissène Habré était le Premier ministre. Alors c'est en ce moment qu'il regagne encore le Tibesti. Et je suis convaincu, le président Idriss Déby Itno de l'époque a rejoint également Hissène Habré. À l'époque, c'était Idriss Déby. Bien sûr, dans les années 79 à 80. Et vous voyez, à partir de là, il faut comprendre le cheminement de l'homme. En réalité, quelle est sa vision auprès des uns et des autres. Et alors, quand il a été aguerri, et il a vu en réalité qu'est-ce qu'il faut apporter au peuple tchadien. Parce qu'il a constaté qu'il y avait des manquements récurrents. Et vous allez comprendre avec moi, les Tchadiens étaient au moins, n'est-ce pas, dans une situation dépravante. Et alors, vous avez constaté lorsque cette histoire de DDS est apparue, on a vu comment, de l'autre côté, on a fait souffrir au moins, n'est-ce pas, les Tchadiennes et les Tchadiens. Et jusqu'à la fin, il a vu cette terreur-là que ça n'allait pas, parce qu'il était toujours à côté des personnes qui étaient des personnes de ressources et qui géraient au moins, n'est-ce pas, ce pays-là. Il a constaté que cette gestion était un peu très fallacieuse et il fallait au moins, n'est-ce pas, changer des choses. Et c'est pourquoi dans les années 90, vous allez constater que alors il a fait volte-face pour revenir plutôt, n'est-ce pas, ce discours d'ailleurs qui marquera à jamais l'esprit des Tchadiens. Je n'ai ni honneur argent, ce que je vous apporte, la liberté. En réalité, il y a la classe de l'opposition qui disent que on ne mange pas
la liberté, mais je vous dis que sans la liberté, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que la première chose que l'être humain doit avoir dans sa vie, c'est d'abord la liberté d'aller et de venir. Les Libyens, par exemple, payent le prix fort de la liberté. Bien sûr, vous voyez, aujourd'hui, les Tchadiens peuvent aller et venir. Ça, c'est déjà important. Et je vais revenir pour vous dire qu'il y a une certaine liberté qu'il a donnée encore aux Tchadiens, parce que moi, je n'ai pas vécu ici au Tchad. Dans les années 84, j'ai quitté le Tchad pour aller en France. Et lorsque je suis allé en France, je pense que ma première fois de revenir au Tchad, c'était dans les années 95. Et je trouvais, en réalité, il y a un changement. Si on vous dit qu'il n'y a pas un changement, vraiment, enfin, je pense que la réponse n'est pas normale. Même si on mettait une autre personne à la place de Déby, il allait faire pire que le président actuel. Et je pense que M. Idriss Déby a apporté plutôt, n'est-ce pas, l'aisance de ça au peuple tchadien. Et en réalité, nous avions vu, c'est-à-dire que le brassage, l'unité retrouvée et la paix, la quiétude, on en est. Et jusqu'à ce que cette quiétude-là va au-delà de notre frontière. Et lorsque vous parlez au moins, n'est-ce pas, de sa présence dans les IFORA du Mali, parce que ce sont les Tchadiens qui ont véritablement combattu, n'est-ce pas, faire le boulot. Faire le boulot, parce que cela ne se dit pas. Au-delà des Français. Parce qu'en réalité, il faut dire que même du côté de la France, que d'habitude je critique et je propose, parce que je disais tantôt que la France n'a pas pu plutôt, n'est-ce pas, apporter une solution idoine dans les IFORA du Mali. Ce sont des Tchadiens qui ont combattu et ils ont vaincu. Et il faut au moins saluer également nos soldats qui sont tombés sur le champ d'armée. Et nous disons aujourd'hui, si le Mali a retrouvé à peu près sa quiétude, c'est grâce au Tchad. Et je tiens à vous informer, le président de la République n'a pas demandé quiconque pour essayer de mettre en exergue un fonds spécial, c'est-à-dire que sur le trésor public tchadien, il a pris pour sauver au moins, n'est-ce pas, les Maliens, c'est-à-dire que Idriss Déby devient maintenant un icône pour l'Afrique et il est panafricaniste, convaincu, comme je l'ai dit en entame de mes propos. Bon, maintenant, il y a quelques aspects que je voudrais un peu ajouter, parce que les Tchadiens ne savent pas en réalité ce qu'on appelle la liberté et la paix. Moi, j'ai vécu au moins, n'est-ce pas, dans des pays étrangers où on vous demande la carte de séjour. Voyez-vous, c'est une vie très difficile lorsque on est un halogène. Rude et pénible. Lorsque vous êtes sur un sol étranger, on vous taxe de toutes sortes, de tout genre de personnalités. Mais en réalité, quand vous revenez chez vous, je vous dis, vous avez cette soif, vous avez les odeurs agréables et que vous êtes libre, comme les Américains de You Are Free. Bon, parce que la liberté, c'est ça. Bon, maintenant, vous avez évoqué un autre problème qui m'a accueilli en ce qui concerne le maréchal. Vous savez, il faut, comme je disais tantôt, il faut comprendre et connaître la personne. Il a toute cette qualité et cette force-là de s'accaparer ou de s'arroger de ce prérogatif. Bien sûr. Parce qu'il est général d'armée. Alors il peut aussi, n'est-ce pas, s'arroger de ces prérogatives, dire que je me proclame ou je m'auto-proclame, n'est-ce pas, maréchal ou mais ça, empereur. Ce que d'ailleurs beaucoup ont fait à travers le monde. Comme nous l'avions vu. Bon, mais maintenant, il n'a pas fait cela. Et il a respecté la Constitution. Respecter la Constitution dans ces domaines où c'est les représentants du peuple. Quand on parle des élus, ce sont les députés. Ce sont les représentants du peuple qui décident en réalité de lui faire honneur par rapport à tout ce qu'il a fait. En réalité, je n'ai jamais vu un soldat qui va au front à son âge. Il faut reconnaître encore. Il faut voir d'abord son âge et aller sur le front, sur le théâtre, là où il y a la guerre, et le crépitement des mitraillettes avec les odeurs de poudre. Je n'ai jamais vu cela. Même que ce soit en Europe. On a parlé, n'est-ce pas, de la guerre de 1945, vous avez la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que De Gaulle était en guerre? Je ne pense pas. Il donnait des ordres. Je pense qu'il a commencé à lancer ses ordres en Angleterre. Très loin des champs de tir. Mais alors que le nôtre, lui, il a été sur le théâtre du terrain, il a combattu et il est revenu avec la victoire. Il faudrait que les Tchadiens lui donnent au moins, n'est-ce pas, cet honneur. Parce qu'il faut interpeller aussi, n'est-ce pas, la classe de l'opposition. On veut une opposition responsable. Parce que ce qui est important, vous savez, en politique, nous sommes là sur le champ de politique. C'est ma matière d'ailleurs. Je tiens à informer ici à la classe de l'opposition. En réalité, il faudrait qu'ils essaient de voir, il y a le style, il y a le fond et la forme. Lorsqu'on veut faire la politique, on a d'abord la vision. Et la vision pour amener des personnes, au moins, n'est-ce pas, vers un objectif bien précis. Gérer aussi, quand on parle de la République, là, c'est gérer les affaires ensemble. Mais quand vous êtes un opposant, moi je sais des opposants depuis 1960 qui sont là.
Ils sont opposants. Opposants naturels. Hein? Et ces opposants ne peuvent jamais apporter un plus. Moi, j'ai mes aînés qui sont là. Ahmad Haroun Larry les appelle les opposants naturels. Bien sûr, ils sont là. Et ils sont là que seulement, n'est-ce pas, pour mettre les aiguillons, au moins, n'est-ce pas, picoter quelqu'un. Et comme en politique, tous les coups sont permis, mais en réalité, les coups ne sont pas permis. Il faut au moins, n'est-ce pas, viser le objectif à atteindre. Donc, je pense que pour chuter M. Moubarak, pour chuter, j'ai dit que, en réalité, on n'aura jamais un président comme M. Idriss Déby Itno. Ce n'est pas parce que je suis en train de parler, mais en réalité, il faut commencer par la biographie de l'homme. Il faut voir son ascendant. Il faut voir comment il a ascendé et pour arriver à là où il est. Issa Hissène Al-Khalil, PPLD, c'est ça? PPL. Bien sûr, PPL. PPL. Donc, en tant qu'homme politique, est-ce que le parti PPL est rentré dans ce genre de débat? Que pense le parti par rapport au fait que l'Assemblée nationale, même si encore certaines oppositions, semblent mettre en exergue que l'Assemblée nationale en tant que telle n'a plus de mandat, parce que c'est pratiquement quelques reconductions et on attend les élections. Bon, le parti au pouvoir se défend en disant que ce n'est pas de leur faute, parce que le parti au pouvoir est prêt, mais bon, ce sont les opposants qui semblent traîner. Bon, en gros, quelle est la position du PPL dans ce débat? La position du PPL étant la position des autres, comme le peuple le réclame, parce que le grade du Marshal, son excellence Idriss Déby Itno Marshal, ce n'est pas lui qui l'a demandé, c'est le peuple eux-mêmes qui ont demandé que le président doit donner un titre ou dignité élevé à la grade de dignité supérieure, ce qu'on appelle le Marshal. Après, donc il est arrivé en Yémen après le retour de Boma. Revenez un peu, les gens hier ou la semaine dernière, c'est l'opposition, oui, des retours. L'opposition qui est dans les couloirs de l'hémicycle parlementaire, certains qui sont boycottés. Pourquoi le président a été élevé à la place du Marshal? Mais il est un Marshal comme les autres, il n'est pas le premier Marshal en Afrique. Prenez un exemple, le premier Marshal en Afrique, il s'appelait Brahim Pacha, c'était en 1785, c'est un Égyptien. Et puis, il était aussi par les États généraux qui sont nommés Marshal. Mais revenez sur le cas du général Marshal Bokassa ou empereur Bokassa. Il était autoproclamé. Idi Amin Dada lui-même était autoproclamé. Mais Mobutu Sese Seko n'était pas autoproclamé. C'est l'Assemblée nationale qui a élu que Marshal Mobutu. Mais hier, le président de la République, Idriss Déby Itno, le général, actuel Marshal de la République du Tchad, lui n'a pas demandé à la population ou à l'Assemblée nationale de me donner les titres honorifiques du Marshal. C'est le peuple même qui a été honorifié. Le président de la République, je veux dire, le titre de Marshal, c'est la carrière d'un homme. Il était à l'armée dès le bas âge. À l'âge de 28 ans, lors de retour des victoires de Amchaloba en 1983, il était à l'âge de 28 ans, il était lieutenant-colonel. Quand il est rentré en 90, président de la République, quand il était nommé général, c'est en 94. L'opposition qui hier, ils ont parlé que les présidents, pourquoi on le donne Marshal? Ils étaient là. Pourquoi ils n'ont pas critiqué les grades de Marshal? Ils étaient absents. Avec la permission d'Issa Hissène Al-Khalil, je me tourne vers Ahmad Haroun Larry. Je sais qu'il est jeune, mais c'est un historien. Peut-être il va m'édifier également les téléspectateurs de Tchad 24. Les risques que le président de la République, le désormais maréchal Idriss Déby Itno, a pris pour quitter, pour se séparer d'Hissène Habré et arriver en retrait, afin de préparer sa venue en N'Djamena. Comment ça s'est passé, cette étape-là? Parce que tous nous connaissons l'origine de l'ex-président Hissène Habré. Comment a-t-il réussi l'exploit de se retrouver loin de N'Djamena? Merci. Je prends les propos de l'ancien président Boukounoué Dey. Il disait... C'était un risque énorme. Hein? Oui, il disait que Hissène Habré a consulté une armée qui faisait peur à tous les voisins, sans distinction. Ce que beaucoup ne savent pas, le pilier de cette armée, c'est le cœur même de cette armée, ce n'est qu'Idriss Déby et ses hommes. Idriss Déby a pris cette risque tout simplement pour changer l'image du Tchad, pour sauver le peuple tchadien, pour redonner une autre image à ce pays qui était considéré à l'époque comme étant
un État Néant. néant. Tout à fait. Aujourd'hui, le Tchad n'est pas un État néant, comme on le dit, mais grâce à Idriss Déby, le Tchad est un pays exportateur de pétrole. Le Tchad est aujourd'hui considéré comme la puissance militaire africaine. Pas par le matériel, mais par le bravoure de ses hommes, grâce à Idriss Déby. S'il n'a pas pris les risques, le Tchad ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il a constaté que le président Habré, non seulement galvanisé par les victoires militaires qu'il a eues grâce à Idriss Déby et ses hommes contre la Libye, commence à déclarer la guerre au Nigeria et les Soudan qui étaient dans les listes, sans oublier les Cameroun. Et surtout, le président Hissène Habré, il y avait des disparitions d'hommes dans l'armée du Tchad. Oui, c'est pourquoi le président n'a pas accepté. Oui, il n'a pas apprécié ça. Il n'a pas accepté, il n'a pas apprécié parce qu'il ne voulait pas être complice. Tout à fait. Donc, il était urgent pour lui de prendre une décision en tant qu'un joueur stratège, en tant qu'un militaire de carrière. Il a pris ce risque par sa vie parce que les soldats tchadiens, comme le président lui-même Idriss Déby, ils ont donné leur vie, ils ont soldé leur vie pour le peuple tchadien. Et il dit, je n'accepterai pas qu'un être humain torture, maltraite les Tchadiens et que je sois à son service. Il a dit, j'ai prêté serment, j'étais entré dans l'armée pour sauver le peuple tchadien. Et pour sauver le peuple tchadien, je dois prendre tous les risques. Quiconque s'attaquerait à mon peuple, je n'accepterai pas. C'est pourquoi lorsqu'il a vu les haram de Boko Haram, ils ont attaqué le soldat tchadien à Boma. Il était furieux. Et il est monté lui-même avec ses propres enfants pour partir et combattre ses ennemis du Tchad et ses ennemis de l'Afrique. Donc, c'est pourquoi Idriss Déby, non seulement qu'il a pris le risque aujourd'hui, en 1989, il a pris le risque de quitter Hissène Habré pour le combattre. Mais en 2020, on a vu le président Déby monter au front pour combattre les plus sanguinaires de tous les djihadistes de Boko Haram. Donc, le président Déby, naturellement, il a donné sa vie pour ses peuples. Et non seulement le régime Habré ou Boko Haram, même ce comment un autre ennemi du Tchad vient, il n'acceptera pas. C'est pourquoi sa générosité lorsqu'il part à l'étranger, les premières des choses qu'il cherche là où les Tchadiens. Si quelqu'un touche les Tchadiens à l'extérieur, il les réunit, il donne tout ce qu'il a et il le conseille. Vous voyez différentes campagnes lorsque le président Déby commence seulement à sortir à l'intérieur du pays. Parfois, il voit les gens, il pleure. Il pleure parce qu'il n'accepte pas les souffrances des peuples tchadiens. Donc, cet homme qui a tout donné, il a donné sa vie pour ses peuples. Et il ne fait pas continuer à donner encore. Donc, on ne peut pas dire que non, pourquoi le président est ceci, pourquoi le président est ça. Les grades, ce n'est rien. S'il a besoin de grades, par décret, ce n'est pas ça, c'est son prérogative. Et donc, vous voyez, dans la plupart des pays africains, on dit que l'Assemblée ne propose pas de loi. Mais grâce à Idriss Déby, on constate qu'au Tchad, l'Assemblée propose des lois. Et hier, les gens étaient surpris. C'est l'Assemblée qui un problème qui n'était même pas inscrit dans l'ordre du jour et ils ont proposé. Le ministre de la Défense était surpris lui-même. Donc comme il était surpris, il dit, normalement, nous, les officiers supérieurs, on doit réfléchir. Mais vous, en tant que représentant des peuples, vous avez accepté. Nous sommes fiers, on lui dit d'accepter. Jusqu'à nos jours, le président Déby n'a pas réagi. N'a pas réagi tout simplement parce qu'il attend. Et il est fier aujourd'hui, et il serait fier que son peuple qu'il a donné toute sa vie, il a versé son sang. Imaginez à Boma, il a pris combien de ses enfants pour partir combattre? Il a pris combien? Donc tous ses enfants sont partis avec lui, ils pouvaient mourir. 10 jours dans les îles, 10 jours dans les terres fermes, lui-même, avec l'âge. C'est pas facile. Baba Larassem, je reviens vers... comment est-ce que... En fait, je vais prendre cette image-là pour que les téléspectateurs puissent mieux me comprendre. Je crois que quand le Barça joue contre, je ne sais pas moi, n'importe quelle équipe de première division en Afrique, on peut fermer les yeux et on sait déjà qu'après 90 minutes, il va gagner. Avec ce que le président de la République, Idriss Déby Itno, a comme fait d'armes, quand un opposant veut essayer de minimiser cela, il se base... Parce que, a priori, a fortiori, il sait déjà qu'il a perdu. Parce que le CV du président est à des kilomètres. Je ne sais pas. Il se base sur quoi? Ou là, il joue son rôle d'opposant. Il s'oppose tout simplement. Je ne comprends pas. La métaphore que vous avez prise, Moubarak, m'intéresse parce que je vois que vous êtes aussi barcelonais comme moi. En fait, je supporte le football. Dans tous les cas de figure,
Moi, je pense que l'opposition a fait une erreur politique. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Et je prends le risque de le dire et j'assume. L'opposition a fait une erreur politique parce qu'en réalité, même si la majorité présidentielle est là, le MPS et tous ceux qui sont derrière avaient déjà une majorité, ils devaient marquer par leur présence pour dire non. Nous ne sommes pas... Si moi je suis dans l'opposition, je dis non. C'est aussi ma liberté de dire non. Ils devraient dire non et on devait faire le calcul des voix. On saura que une partie des Tchadiens a dit non. Mais c'est que l'erreur politique que l'opposition a commise, c'est le fait de sortir de l'hémicycle. Sortir de l'hémicycle, c'est une insulte au peuple tchadien. Et ce n'est pas tout à fait normal. Et ça, c'est une bassesse politique. Normalement, l'opposition devait marquer l'histoire par des traces pour dire qu'il y a une partie des Tchadiens qui ont dit non. Mais s'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'exactement, la majorité des Tchadiens sont d'accord pour que Idriss Déby Itno soit, n'est-ce pas, maréchal. Et si vous vous souvenez bien, M. Moubarak, la première émission que nous avons eue, pendant que l'exploit était encore frais à Gozator. Tout à fait. Nous, on avait déjà été alerte pour comprendre que à ce niveau-là, il faut que nous soyons, n'est-ce pas, une certaine reconnaissance, une gratitude au président de la République. Et le président de la République méritait déjà d'être maréchal à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites un petit sondage au Tchad, vous allez vous rendre compte que ces exploits-là, et en plus, les exploits que le Tchad a eu au Mali, dans les Igafor, n'est-ce pas, vous savez, au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sort même déjà des frontières du Tchad. Vous savez, au Mali, lorsque les États du Nord Mali avaient été conquis par les illuminés djihadistes, les Illuminati, eh bien, ces gens-là sont très méchants. Ils coupaient les mains des gens, ils égorgeaient les gens, ils établissaient des lois paranoïques, n'est-ce pas? Et même certains objets culturels, n'est-ce pas, de richesse du pays étaient détruits. Vous voyez? Et il fallait que la communauté internationale réagisse. Et qu'est-ce qu'on a choisi? On a vu que le Tchad, eh bien, a répondu à l'appel du Mali, parce que le Mali avait déjà demandé, n'est-ce pas, aux pays amis et tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, l'aider de venir. Le Tchad a répondu, comme toujours. Le Tchad a répondu, et quand vous arrivez là-bas, vous vous rendez compte que aujourd'hui, quand les Tchadiens qui sont au Mali sont fiers, ils sont respectés. Et en Afrique de l'Ouest, en général, on a une image, n'est-ce pas, qui est positive à l'extérieur. Tout ça, ça a été dirigé par le président Idriss Déby Itno. Donc aujourd'hui, s'il est maréchal, ce n'est qu'un acquis. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait mérité. Mérité. C'est dans ce sens-là. On va sortir du débat et donner la parole, je dis en 30 secondes, à Augustin Yaïbé pour qu'il puisse conclure là-dessus pour avancer sur d'autres sujets. Oui, Moubarak, mon co-panéliste vient de donner un certain nombre d'appréciations sur les leaders politiques que je voudrais dire ici. Il y a souvent des orientations politiques qui ne sont pas peut-être plausibles, parce qu'en réalité, la classe de l'opposition ne comprend pas, parce que pour eux, tout simplement, le président de la République va s'éterniser au pouvoir. C'est ça le problème. Si vous voulez, il faut peut-être, n'est-ce pas, percer l'abcès. C'est ça la classe de l'opposition. Pour eux, le président de la République va s'éterniser au pouvoir. Bon, maintenant... et même ils s'éternisent sur leur parti, ils ne veulent pas faire la en réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça, parce que c'est pourquoi je disais... il faut avoir au moins, n'est-ce pas, une opposition responsable et participative dans tous les domaines politiques généraux de notre pays. C'est ça ce qui fait avancer un État. Bon, vous savez, il faudrait que cette opposition-là ait une vision, ou peut-être, n'est-ce pas, la visibilité des actes qui se passent dans notre pays. Et en réalité, il les constate, parce que c'est là, les faits sont réels, et nous la vivions. Bon, mais maintenant, la seule chose, c'est se rétracter qui fait en sorte qu'en réalité, la communauté internationale pense qu'il y a au moins
une tractation gouvernementale contre la classe de l'opposition. Or que non, en réalité, tout marche bien, tout va très bien. Si vous essayez de regarder l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale décide, c'est lorsqu'il y a souci, et il trouve une solution idoine pour apaiser. Et or, vous voyez, le président de la République, lorsqu'il est arrivé, il a encore, n'est-ce pas, donné une très bonne proposition quand on voit le CNDP, le cadre national de dialogue. Nous allons y revenir tout à l'heure. C'est pour vous faire savoir tout simplement qu'il n'a pas voulu une opposition en dispersion. Hein? Il a voulu plutôt, n'est-ce pas, le réunir. C'est comme nous voyons en France, il y a la gauche et la droite. Voyez-vous? Et c'est ça qu'il a voulu réunir pour qu'enfin chacun puisse s'exprimer. Donc, c'est une table que le président a préparée et le plat est là, les plats sont là. Et maintenant, c'est à ceux-là de prendre, comment je vais dire, une cuillère et chacun grignote, n'est-ce pas, de sa partie. Mais malheureusement, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se comprendre. Si vous voyez, vous avez constaté tout dernièrement, on a démis au moins, n'est-ce pas, comment on appelle le président, on dit que le chef de file. Le chef de file. Alors, imaginez un chef de file qui est là depuis très longtemps et qui ne veut pas céder son fauteuil. Quelle est la raison? Il n'a même pas fait le congrès pour son alternance. Pour ajouter à celui du monsieur Baba, oui, Issa Hissène Alkali, il faut qu'il soit une opposition responsable. Et c'est le cas du PPR et constructif. C'est le cas du PPR. Oui. Il faut qu'il y ait une opposition responsable et constructive. Le fait, la semaine dernière, de boycotter ou de quitter la salle à l'Assemblée, l'opposition disait que certaines disent qu'ils n'ont pas averti par l'ordre du jour. S'ils étaient avertis ou pas, quand par l'hémicycle parlementaire, c'est le débat. Pour quitter la salle, il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Non. S'ils ont accepté de faire la politique de la chaise vide, encore n'ont pas le choix de critiquer. Prenez l'exemple, comme je vais ajouter pour Larry. En 1983, quand le président Déby est rentré des batailles d'Amchalouba, il s'est rencontré avec un colonel qui s'appelait Maurice Lepache. Le colonel, il est le colonel de l'infanterie des parachutistes marines françaises au Tchad, accompagné d'un journaliste Pierre Dacour. Le journaliste Pierre Dacour a posé les questions au président. À l'époque, il était lieutenant-colonel. Idriss, vous combattez pour vous. Pour qui vous combattez? Idriss, le lieutenant-colonel Idriss Déby refusait de lui répondre. Le journaliste Pierre Dacour insiste. Qu'est-ce qu'il a répondu? Refuse rapide et sèche. Je combats pour les Tchad. C'est ça les mots. Depuis qu'il est à les bas âges, amené jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à nos jours, il n'a pas d'autre chose qu'à dire que je combats pour les Tchad. Ça suffit. Voilà, je voudrais ajouter quelque chose. La chose que je voudrais ajouter, c'est la professionnalisation de notre armée. Parce que s'il y a un souci, en réalité, c'est le ministre de la Sécurité. C'est le ministre de la Défense, le ministre délégué à la présence de la Défense et de la Sécurité, qui avait commencé véritablement un bon travail à l'époque, lorsque le ministère de la Sécurité publique et celle de l'Intérieur étaient jumelés. Il avait commencé un travail qui me paraissait tout à fait agréable et justifié, parce qu'il mettait au moins, n'est-ce pas, ceux-là, la sécurité, à la place qu'il faut. Mais lorsque on a rattaché maintenant le ministère de la Sécurité à celle de la Défense, en réalité, il a abandonné à peu près les choses que lui-même il voudrait faire. Et j'appréciais parce que il y a des moments où on se retrouve en face d'un gendarme ou d'un policier qui ne connaît même pas le béaba, entre le béaba relationnel entre un individu et entre une personne qui a été formée. Parce que la première des choses, lorsque vous vous retrouvez par exemple, vous arraisonnez un véhicule, la première des choses qu'il faut avoir, on doit voir au moins, n'est-ce pas, tes initiaux, les signes qui sont là. Et en plus, il y a une présentation, d'abord, n'est-ce pas, au conducteur. Et alors aujourd'hui, lorsque nous constatons que tout simplement quand vous voyez un policier, que vous soyez un gendarme qui vous arrête, il ne se présente pas, la première des choses, il ne dit pas qui il est, il ne décline même pas qui il est. En réalité, il faut professionnaliser notre armée pour permettre enfin que si la communauté internationale arrive chez nous, qu'ils découvrent en réalité que nous avons une armée formée, une armée responsable. Vous allez professionnelle. Un professionnel, pour terminer.
la police ou peut-être la gendarmerie ne fait pas la répression lorsque ils interpellent au moins n'est-ce pas, un conducteur ou un piéton ou quiconque. Voyez-vous, la première des choses d'abord, c'est de lui conseiller. Parce que c'est ça, quand on parle au moins n'est-ce pas d'une armée professionnelle, il conseille, hein, il oriente, et quand on parle au moins n'est-ce pas de préserver la quiétude ou apporter la paix, hein, pour le bien des personnes. Travailler en collaboration avec la population. En fait, c'est ça. Mais en réalité, il manque cela à notre armée. Mais si ils peuvent le faire, je pense que le Tchad pourrait, n'est-ce pas, gagner plus. Pourquoi pas on propose... Yahibé, le temps passe et nous avons d'autres sujets. Vous êtes sur Tchad 24 dans le cadre de l'émission Après, chers téléspectateurs. Merci de nous accorder du crédit et de votre fidélité. Merci à Ahmad Haroun Larry, qu'on ne présente plus, c'est notre consultant permanent, à Augustin Yahibé, n'est-ce pas, qui est également le directeur Afrique Média Tchad, donc désormais directeur Afrique Média Tchad, à Baba Alarassem et bien entendu à Issa Hissène Al-Khalil. C'est les invités qui nous entourent cet après-midi pour que nous puissions un tout petit peu mettre en exergue ce qui a sous-tendu l'actualité tout autour de la presse cette semaine. L'émission c'est sur Zapresse, c'est exclusivement sur Tchad 24 que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux et bien entendu sur Tchad 24. Nous passons à notre deuxième thématique de cet après-midi chez les téléspectateurs. La visite éclair, cette fois-ci, en aller-retour, je regarde Baba Alarassem parce que c'est lui qui va commencer, d'Idriss Déby, le maréchal. Idriss Déby Itno, au lac. Qu'est-ce qui a sous-tendu et justifié cette visite éclair au lac du président de la République? Eh bien, étant maréchal, Idriss Déby Itno devrait faire un suivi. Il n'était pas déjà maréchal, hein, quand non, il est parti. C'est depuis le 26 juin. Hein, depuis le 26 juin. Mais je parle au présent. Je parle au présent, donc désormais, il est président maréchal Idriss Déby Itno. Eh bien. Augustin, est-ce qu'il peut. Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il peut décliner? Parce qu'il ne sait pas encore prononcer. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez que lorsque on vous décline ou on vous donne au moins l'espace et titre honorifique, tout dépend de la personne. Mais il va falloir des arguments assez veloces pour le refus. Oui, mais voilà. Je suis convaincu que cela vient au moins, n'est-ce pas, du peuple. Et puisque je fais partie de ce peuple, je pense que d'office, ça sera. Il n'a jamais refusé quelque chose que son peuple a donné. Et donc, nous, en connaissant le président Déby, il ne peut pas refuser parce que c'est le peuple qui dirige, qui a décidé. Parce que c'est depuis longtemps qu'on l'appelle maréchal. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée qui a décidé. Il est le président. Il y a des gens qu'on les a donné maréchal par posthume. Par exemple, posthume. Mais le président Déby, nous on a dit maréchal parce que. Parenthèse, hein, c'est Baba qui avait la parole. Oui. Il est maréchal. Il veut ou pas parce que, en tant que peuple tchadien, nous on aime que notre dirigeant, le président Déby, soit le premier maréchal tchadien. Et ce titre, lui, il ne peut que accepter. Là, ça sera maréchal, président maréchal. C'est le président de la République, maréchal Idriss Déby. Parce que le président de la République est au-dessus de tout. Après, il est élevé au grade de dignité de marshal. C'est tout, il est le président de la République, maréchal Idriss Déby. C'est ça. Ok. Alors, Baba Alarassem, restons dans notre deuxième thématique de cet après-midi par rapport à cette visite éclair. Je dis éclair parce que c'était pratiquement en une journée, mais il n'est pas parti seul. Il est parti vraiment avec son entourage habituel dans l'optique. En fait, qu'est-ce qui a justifié justement À mon avis, je disais tantôt que c'est une question de suivi. Parce que ce qui a été passé dans le lac Tchad a besoin, n'est-ce pas, de faire des suivis. Donc, vous savez que c'est une guerre asymétrique avec Boko Haram. On ne connaît pas qui est qui. Mais ils ont choisi le lac parce que c'est à proximité avec le Niger, le Cameroun et le Nigeria. Et le lac du côté du Tchad, c'est à peu près 19 îles. Voilà. Par conséquent, il a laissé, n'est-ce pas, des orientations, n'est-ce pas, après la guerre dans le lac, le retour, n'est-ce pas, du président de la République, il a laissé des orientations. Et connaissant l'homme président de la République, il a voulu s'assurer que ces orientations ont été suivies à la lettre. Voilà. Et par conséquent, je présume qu'il peut aussi réfléchir en tant que stratège
sur d'autres situations, n'est-ce pas, qu'il voudra mettre en place dans le lac Tchad. Et il n'est pas allé seul. Il est allé accompagné également de certains des généraux, n'est-ce pas, qui sont allés avec lui. Donc, c'est pour mettre en place sa pensée stratégique par rapport à la sécurisation, la pérennisation de cette sécurisation, n'est-ce pas, dans le lac Tchad, et il devait suivre que ces orientations ont été suivies à la lettre. Par rapport à Issa Hissène Al-Khalil, le parti s'appelle PPL. Il ne pouvait pas le faire depuis le palais présidentiel? Il fallait vraiment qu'il se déplace? Non. terrain. Lui, c'est un soldat aviré. Il connaît ses stratégies. Il ne peut pas rester chez lui ici pour diriger un combat. Non, il ne dirigeait pas un combat. Mais, non, sa pensée ne le permet pas. Il a dirigé son combat 10 jours. 10 jours. Il est descendu sur le terrain. Il est rentré. Il a l'habitude de le faire. Il l'a fait et il le fera. Il est parti à Obama avec ses troupes, ses états généraux, avec ses enfants, avec tous ses serails des états généraux. Le directeur adjoint du cabinet civil. Avec la permission de allons-y. Je voudrais dire ceci. Il y a des choses qu'on n'explique pas dans l'armée. Ça fait partie également, n'est-ce pas, des secrets militaires qu'on n'explique pas. Et que lui, en tant que président général des corps d'armée à l'époque, et bien aujourd'hui maréchal, le président Déby avait ce secret de l'armée avec lui. Parce que si l'ennemi a une fuite du secret militaire, c'est dangereux. Et pour cela, lui, il a en quelque sorte une certaine forme de stratégie militaire avec lui qu'il devait mettre sur pied. C'est comme vous jouez au damier, par exemple. C'est un exemple. Vous jouez avec damier avec un adversaire. Il faut que vous connaissiez, n'est-ce pas, les secrets, pousser les pions par où, et il faut faire attention. Comment? Quels sont les pièges qu'il faut tenir à l'adversaire pour qu'on ramasse au moins 4-5. Moi, je suis un joueur de damier, donc je parle en conséquent. Eh bien, vous voyez, donc ça, ce sont des secrets qu'il ne va pas... Il joue au damier. Ça, c'est des choses qu'il ne va pas, n'est-ce pas, divulguer à qui que ce soit. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, des adversaires à l'extérieur du pays. Mais ça, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas aussi oublier... C'est sécurisé. Nous avons aussi des adversaires à l'extérieur du pays, dans l'Occident, n'est-ce pas, au nord. Et nous avons des adversaires aussi qui tirent les ficelles au travers de Boko Haram. Et par conséquent, le président de la République, en tant que stratège, a voulu s'assurer que les lignes directives qu'il a été données ont été respectées. D'une part. Et enfin, je chute. D'autre part, la zone du lac est une zone très riche. Économiquement, le sol est riche et par conséquent, même en agriculture. Aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie du chef de l'État qui consiste, n'est-ce pas, à mettre l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Exactement. Et certainement, je présume que ce voyage n'est pas aussi fortuit dans ce côté-là, parce que nous sommes déjà au niveau de l'hiver, nous sommes en hivernage, parce que la saison de la pluie est là. Et par conséquent, il faut également réunir les leaders des jeunes, les leaders religieux, les leaders d'associations, les leaders d'opinion, tous les leaders, n'est-ce pas, de la zone du lac, n'est-ce pas, pour mettre sur pied, n'est-ce pas, le développement du lac, parce que le fait que ce développement du lac n'a pas été accentué d'une manière ou d'une autre a laissé le champ libre, n'est-ce pas, à ces Boko Haram de pouvoir agir. Augustin Yahi. Oui, je pense que on a d'abord un phénomène de géostratégie au niveau d'abord, n'est-ce pas, de cette localité. Et vous savez que notre lac là est au moins, n'est-ce pas, limité de quelques pays. Vous savez que lorsque le président de la République a mené au moins, n'est-ce pas, le combat de Boma, et nous savons effectivement que les Boko Haram ont pénétré au moins, n'est-ce pas, des pays voisins. Frontières poreuses. Et nous savons aussi que ces pays-là n'ont pas eu à mettre en place des mesures d'accompagnement pour permettre au moins, n'est-ce pas, de traquer au moins, n'est-ce pas, ces narcotrafiquants. Et alors, il fallait que le président reparte encore pour mettre en place une disposition, et il faut comprendre, c'est stratégique pourquoi, c'est une zone stratégique pourquoi il faut diversifier au moins, n'est-ce pas, cette zone-là qui a, sur le plan culturel et général, qui a beaucoup à donner au Tchad, au Niger et autres, au Cameroun. Bon, mais moi je pense que
il faudrait plutôt, n'est-ce pas, mettre une stratégie pour permettre à nos soldats de démarquer la zone auquel il y a eu le combat et pour que Boko Haram ne puisse plus encore, n'est-ce pas, pénétrer dans cette zone-là et pour essayer de faire encore les exactions. Et en une journée, Augustin, c'est vraiment suffisant? Non, bon, je pense que, vous savez, en matière de l'armée, c'est pas suffisant parce que je voudrais dire que le président de la République a beaucoup à donner, il en a donné, mais il en a encore beaucoup à donner. Parce qu'en réalité, le Tchad ne se limite pas seulement, n'est-ce pas, problématique de la guerre. Tout à fait. Nous avons, le Tchad a besoin d'avoir au moins, n'est-ce pas, de l'électricité. Vous voyez, si aujourd'hui nous n'avons pas les investisseurs qui viennent dans notre pays, c'est parce que en réalité il manque ce qu'on appelle de l'électricité. Déjà là, il y a des délestages intempestifs chaque fois. Et la SNE n'arrive pas à couvrir N'Djamena totalement de besoins. Ça, c'est un. Et de deux, vous voyez que pour qu'enfin les Tchadiens puissent être à l'aise, aller et revenir, il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait une route, n'est-ce pas, praticable à toute saison. Donc, c'est toutes ces choses-là que je dis que le président Idriss Déby a encore à nous donner. Mais on sait celui qu'on a, mais on ne sait pas celui qui vient. C'est une histoire que je dis comme ça, mais il faudrait plutôt que... Moi, je veux d'abord l'unité des Tchadiens, la première des choses. Et il faudrait que nos leaders comprennent qu'en réalité, on ne peut jamais s'éterniser au pouvoir. On n'est pas Dieu, parce que dans le commun mortel, automatiquement, nous-mêmes, Dieu peut nous rappeler sur le plan naturel. Tout à fait. J'ai eu à travailler avec un homme d'État, un président de la République, qui a mis assez du temps au pouvoir, mais la classe de l'opposition a dit bon... 42 ans. 42 ans. Je travaille avec ces chefs d'État, et la classe de l'opposition a dit bon, on attend, on l'accompagne. Et ces chefs d'État est mort, et on l'a enterré dignement. Et aujourd'hui, nous voyons que même les choses avancent mieux. Et alors, c'est pourquoi j'interpelle plutôt, n'est-ce pas, la conscience des Tchadiens, parce que les gens disent que, oh, parce que c'est la famille qui s'accapare des biens, parce que ceci. Dites-moi, même si c'est ça l'équipe Zabou, c'est un oncle à moi, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, dites-moi, si c'est lui qui était au pouvoir, il ne peut pas mettre son oncle, son cousin, ses nièces, ses machins en place. Ahmad Haroun, Augustin Yaïbé, le directeur Afrique Média Tchad, a souligné quelque chose d'importantissime. Peut-être le président, en faisant tout simplement un aller-retour, ne souhaiterait pas simplement que se focaliser sur le plan de l'armée et sur le plan militaire. Il y a d'autres priorités au Tchad. Il parlait de l'énergie, de l'agriculture, etc. Oui, il y a beaucoup de priorités. Il faut savoir que le voyage du chef de l'État au lac, parce qu'il a promis, il a dit à ce soldat que je vais revenir pour vérifier moi-même. Il est rentré au lac pour concrétiser les promesses qu'il a faites à ces soldats. Tous ces soldats ont eu un galon. Ceux qui sont colonels sont devenus des généraux. Donc c'était bien. Il est reparti tout simplement pour voir les traces, comme il a bien souligné, parce qu'il a donné des directives. Et ces directives sont respectées par ces soldats qui sont sur le terrain. Le président Déby n'est pas un président institutionnel seulement, n'est pas un leader institutionnel seulement. C'est un leader charismatique. Sans lui, rien ne peut aller. On peut dire que comme c'est un messie pour les Tchadiens, parce que si lui il débarque quelque part, cette présence-là galvanise. Cette présence galvanise et il est. Imaginez lorsqu'il était parti à Boma, ce n'est pas lui seul. Lorsqu'il dit, il a pris ses enfants, il est parti là-bas, ses compagnons de Bamina, les Bamina Assas, les vieux là, les Bamini, c'est des Bamina Assas, certains étaient tellement vieux, d'autres étaient amis. C'est le général Okidagash à côté de lui. Non, pas lui. Il y a comme son ami Borgo et autres. Ils ont pris leur tenue, ils ont pris leur Toyota, ils sont rentrés. Il a refusé, le président Déby a refusé. Mais ces vieux de Bamina Assas, ils ont dit non. On ne peut pas accepter de dormir avec nos femmes en N'Djamena et que le président Déby prenne ses enfants pour partir. Si le président Déby meurt, on va mourir avec lui. Ils sont partis. Et donc, il a dit, il y a beaucoup de jeunes soldats, mais comme vous êtes venus, on reste. Ils ont accepté de combattre les ennemis. Après, ils sont rentrés. Donc, le président Déby, l'œuvre qu'il a fait à Boma, c'est très gravissime. Et c'est tellement excellentissime. Donc, pour lui, il faut vérifier tout ça. Parce que, on a vu il y a quelques années un de nos généraux, le chef d'état-major, qui est parti faire le tour, il a été aussi attaqué. Donc, comme vous avez dit, on ne sait pas, comme c'est une guerre asymétrique, l'ennemi est où, quand il va attaquer, mais avec ça, lui il accepte. Il a décoré les militaires là-bas, il a félicité ce soldat,
Et ils sont galvanisés. Aujourd'hui, les soldats sur le terrain, même s'ils meurent, ils sont fiers parce que leur chef était venu de là. Et donc, ces soldats ne meurent pas seulement pour Idriss Déby, non. Ils meurent pour le Tchad. Mais Idriss Déby, c'est un chef charismatique parce que pour diriger un troupe, il faut un chef charismatique qui comprend les soldats et qui fait ces choses patriotiquement. Et c'est comme ça que le soldat meurt. Je ne coupe pas la parole parce qu'il y a une seule chose, parce que tout à l'heure, là, le copanéaliste vient de souligner quelque chose de très important. Larry. Oui, monsieur Larry, qui vient de souligner quelque chose de très important en ce qui concerne au moins, n'est-ce pas, nos soldats qui perdent leur vie, n'est-ce pas, au détriment du peuple tchadien. Mais moi, peut-être s'il y a quelque chose que je peux demander au moins, n'est-ce pas, au gouvernement, c'est plutôt, n'est-ce pas, d'augmenter au moins le salaire de ces soldats, parce qu'en réalité... Le président a dit à l'Assemblée de revoir. Oui, et l'Assemblée est en train d'examiner. Le président a dit, après les batailles de il a dit, l'Assemblée, faites quelque chose pour ces hommes. Parce qu'en réalité, vous allez comprendre qu'on peut se retrouver aujourd'hui avec un OPJ, un gendarme, qui a au moins, n'est-ce pas, 60 000. Ça, c'est le SMIC du Tchad. Mais ce n'est pas tout à fait... Le OPJ, c'est mieux parce qu'il est en Djamena, mais les militaires, ils n'ont pas que 60 000. Mais ils sont en train de mourir. Ils ne meurent pas pour le Tchad. Ils ne meurent pas à cause de 60 000. Mais ils meurent pour le Tchad. Pourquoi ils meurent pour le Tchad? Parce qu'ils ont un chef qu'ils croient. Pour que les soldats se sacrifient, il faut qu'un chef. Sinon, combattre ces djihadistes avec les milliards de dollars que le Nigeria par année fait, les soldats n'arrivent pas. Or, les soldats tchadiens, ils meurent tous simplement parce que les chefs. Tchad 24, Zap Presse, merci, n'est-ce pas, Augustin Yaïbé et Ahmad Haroun Larry. Nous allons donner cette fois-ci la parole à Issa Hissène Al-Khalil, qui lui aussi avait quelque chose à dire, président du PPL. Oui, pour ajouter, surtout, ce qui nous voit maintenant, c'est l'armée nationale tchadienne. Ils ont beaucoup donné, ils ont mis pour les nations et pour le Tchad. Il y a une militaire que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, il a rappelé une phrase de l'époque, un peuple qui se retire devant ses ennemis en guerre ne mérite pas une terre ni une nation. Il faut reprendre cela. Un peuple qui se retire en guerre devant ses ennemis ne mérite pas une nation ni une terre. Cela ne concerne pas l'armée du Tchad, parce qu'ils sont on parle que c'est l'armée du Tchad. Tout à fait. Parce que c'est les soldats qui ils ont quitté les maisons, ils ont quitté leur famille pour aller se combattre. Pour qui? Pour les Tchad. Et pour l'avenir du Tchadien. Il faut que ce soldat-là doit être élevé au grade. Surtout ceux qui ont de première classe, deuxième classe. À titre posthume. Pas à titre posthume, mais je parle de ceux qui... Oui. Une minute, Augustin, le temps qui termine. Ok. Pour que le soldat maintenant en exercice, il faut que ce soit élevé pour des grades. Des soldats de première classe, deuxième classe, supérieur, subalterne, supérieur. Tout ça là, il doit être élevé par des grades, comme le chef de l'État a dit. Il faut que l'armée nationale, le peuple tchadien doit reconnaître que l'armée nationale a fait de bons boulots. Et ce boulot-là, ce n'est pas pour ses enfants, pour ça, c'est pour ses familles, ni pour ses villages, mais pour le peuple tchadien et pour l'intérêt du Tchad. Par rapport au boulot rendu. Par rapport au boulot rendu. La patrie reconnaissante. Patrie reconnaissante. Oui, voilà, parce que je voudrais un peu m'apitoyer sur une situation où nous avons parlé de la carte de l'opposition. Vous savez, je n'ai jamais constaté dans ce pays-là l'opposition se réunir et en réalité matérialiser un acte en ce qui concerne au moins, n'est-ce pas, notre armée. Je n'ai jamais vu ça. Ils ne vont jamais faire parce que... Ils ne feront jamais. Ils ne feront jamais. Parce qu'en réalité, comme je dis, n'est-ce pas, nous devrions avoir une opposition participative et responsable dans ce domaine-là. Parce que cette armée, elle n'est pas seulement une armée de M. Idriss Déby, c'est une armée tchadienne et qui lutte pour nous tous, pour nous donner, n'est-ce pas, la paix lorsque nous dormions. Exactement. Ça, c'est un de deux. Parce que lorsque la classe de l'opposition crie haut et fort, moi, j'ai constaté aussi quelque chose. C'est vrai. Vous êtes une opposition, vous êtes un parti, mais il faudrait que vous amélioriez les conditions de la vie de votre parti en ayant au moins, n'est-ce pas, les sièges partout et visibles. Sur le plan de la visibilité, je n'ai jamais constaté, je vois au moins, n'est-ce pas, le siège d'un parti, mais d'autres même font le siège de parti dans la maison. Ce n'est pas normal. C'est nombreux. Ils sont en train de violer la loi. En réalité, le ministère de l'Intérieur doit les retirer au moins, n'est-ce pas, l'autorisation de fonctionner. Or, tout ça, vous voyez, le gouvernement ferme les yeux là-dessus
et nous avançons parce que la démocratie, c'est tout cela. Mais la démocratie aussi doit être une démocratie participative et responsable. C'est dans ce domaine-là que je voudrais toujours, n'est-ce pas, chuter en disant tout simplement, si nous sommes là sur le plateau, ce n'est pas peut-être, n'est-ce pas, de critiquer sans proposition. Nous critiquons aussi, n'est-ce pas, le gouvernement, nous critiquons aussi la cadre de l'opposition, mais nous proposons également ce qui a lieu de faire. Et c'est pourquoi, si nous voulons véritablement mutualiser nos efforts, c'est-à-dire pour que enfin le Tchad puisse avancer, nous devons avancer dans une procédure légale et qui nous permet, n'est-ce pas, de parler des bonnes choses et non de crier sur un arbre parce qu'on n'a pas mangé. Parce que la particularité de la cadre de l'opposition, ils n'ont même pas de siège. Mais ils sont là seulement pour perturber au moins l'avancement de la démocratie, la bonne démocratie. Non, ça c'est le principe de la démocratie. L'opposition s'oppose, il se critique. Non. Mais maintenant, ça c'est vous qui le dites. L'opposition s'oppose et le gouvernement gouverne. Si vous le dites, parce que vous vous opposez en faisant quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous ne devez pas s'opposer sans proposer. Vous comprenez? Parce que la critique interpelle votre conscience de proposer également à la place de la critique. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour fonctionner? Mais en réalité, il ne faut pas crier sur le président de la République ou peut-être sur le gouvernement parce que vous ne faites pas ceci. Et de l'autre côté du gouvernement également, parce qu'il ressort également que les autorités auxquelles le président de la République nomme n'arrivent pas en réalité à produire. Parce que nous voulons la production. On vous nomme un directeur, par exemple, ou on nomme un ministre. Je ne sais pas si on posait la question à un ministre, vous avez reçu combien de Tchadiens, par mois ou dans la semaine? On vous dira nul. Or qu'un ministre, lorsqu'il arrive, il a quand même son canevas, c'est-à-dire qu'il a son programme. Bien sûr. Il sait que lundi, je dois recevoir au moins, n'est-ce pas, le personnel de mon ministère. Mardi, il doit programmer son calendrier pour pouvoir recevoir aussi, n'est-ce pas, des Tchadiens qui ne font pas partie du ministère. Parce qu'il a été nommé pour cela. Mais malheureusement, vous partez, vous allez trouver un ministre au moins qui reçoit son propre frère dans son bureau. Il a plus de 30 minutes. Et ça fait en sorte que... Voire 2 heures du temps pour discuter dans la sécurité. Ça fait en sorte que l'État ne fonctionne pas. Et vous allez découvrir aussi, n'est-ce pas, dans des bureaux, il y a des femmes qui font encore ce qu'on appelle comment l'aspect camerounais. Les Camerounais. Non, ils ont là, ils font la tontine. Ouais, tontine, voilà. Okay. Vous voyez, il y a des femmes qui font la tontine, vous arrivez dans un bureau. Dans les bureaux. Dans les bureaux. Bien sûr. Vous arrivez dans un bureau, vous êtes là, personne ne peut au moins, n'est-ce pas, vous orienter. Or, l'État les paye pour cela. Et ce n'est pas normal, parce qu'il faudrait que les Tchadiens changent des habitudes, changent de conscience. Il y a autre chose. Vous allez trouver par exemple un conducteur, vous conduisez, quelqu'un qui arrive, il sait que ça c'est le feu rouge. Il va bifurguer et pour brûler le feu rouge. Ça, c'est pas normal. Ça ne fait pas avancer la démocratie, ça ne peut pas aussi, n'est-ce pas, avancer notre manière de vivre. Ça demande une sensibilisation de base. Tout à fait. Merci également Issa Hissène Alcaline. Nous allons avancer, puisque le temps passe. Notre troisième arrêt de cet après-midi dans le cadre des Apresse. Chers téléspectateurs sur Tchad 24, nous sommes sur Facebook, sur les réseaux sociaux bien entendu, sur le réseau Ilnet via Tchad 24. On va rediffuser l'émission pour vous permettre de suivre jusqu'à dimanche prochain, en espérant que nous allons vous retrouver dans le cadre d'autres émissions Actu Covid-19, dont mon ami Ahmad Haroun Lari me demande, n'est-ce pas, qu'on puisse remettre la machine en marche dans le cadre de l'émission Polemos Panafritude. Bon ben, pourquoi pas, on peut voir tout cela, si, n'est-ce pas, bien sûr, toutes les conditions sont réunies. J'insiste là-dessus. Rencontre du chef d'État, de l'État avec les membres de la CENI dans le cadre du dialogue avec le CNDP qui doit nous parler de ce sujet. Je commence par le parti. Oui, l'homme politique, Issa Hissène Alcaline, PPL, parti rattaché. Parti populaire pour la liberté, membre de la majorité présidentielle. Membre de la majorité présidentielle. Ça c'est simple, hein? C'est-à-dire vous ne souffrez pas trop, vous vous rattachez comme membre de la... Oui, on est de la majorité constructive, on apporte nos idées, des propositions au gouvernement de les faire. C'est facile d'être nommé aussi. Oui, maintenant ça dépendra d'eux. Si je suis à leur besoin, je suis au service du peuple. Je n'ai pas le choix. Rencontre du chef de l'État avec les membres de la CENI dans le cadre du dialogue national, CNDP, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, les rencontres du chef de l'État avec la CENI et le CNDP, cadre national du dialogue politique. Et ces rencontres sont basées sur l'organisation, le chronogramme des élections à venir, législatives et présidentielles. Parce que le mandat des députés est épuisé,
il y a à peu près 4 ans et demi. En principe, les élections doivent être organisées en mois de septembre, novembre. Et avec l'arrivée d'épidémie Covid-19, on est obligé de repousser le calendrier électoral jusqu'à premier semestre du 2021. Et la CENI et les CNDP ne sont pas entendus. La CENI a fait un chronogramme proposé au niveau à la CNDP. La CNDP, c'est la représentativité des partis politiques tchadiens. On a 215 partis politiques. Et la CNDP, les membres du CNDP disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le chronogramme de la CENI. Et la CENI disait, voilà, on est entendu au mois de septembre, novembre pour organiser les élections législatives. Et l'épidémie de Covid-19 est arrivée, on a reporté, on va organiser ça en avril. Mais maintenant, pour organiser en avril 2021, c'est couplé avec la présidentielle ou législative. Après les présidentielles, aussi, les élections communales aussi. Ça aussi, c'est à terme, c'est fin 2019 qui s'est expiré. Mais maintenant, le président a vu, dans ce cas, il faut aller voir dans une semaine, vous discutez entre vous, vous revenez avec un calendrier. Mais c'est que si on ne s'entend pas. Raison pour laquelle, parce qu'il y a une défaillance ou une... C'était pas clair au niveau du membrement de la CENI. Vous butez à quel niveau? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il n'y a pas l'entente claire? L'entente, c'est au niveau du CNDP. Parce que le CNDP, c'est le seul organe habilité à organiser les partis politiques dans une élection donnée. Mais au niveau du CNDP, les partis politiques qui n'ont pas membres au CNDP, ils disaient que voilà, les démembrements de la CENI, ils étaient organisés par groupe des amis, des sérails, patati, patata. Raison pour laquelle, d'une part a raison, et c'est qu'ils critiquent aussi à leur raison. Au niveau de le problème, tout se pose, c'est le démembrement de la CENI. N'était pas clair. Avant-hier, certaines coalitions des partis politiques, ils ont même osé de dire, ils voulaient la démission du président de la CENI. Mais le président de la CENI a quoi? Il n'a rien dans ça. S'il y a quelque chose, il a posé la question au niveau du CNDP. C'est le CNDP qui organise et qui fait la calendrier et le démembrement les listes de démembrement de la CENI, provinciale, départementale, communale, au niveau de la CENI. Mais ce n'est pas la CENI qui désigne les membres, c'est le CNDP qui désigne. S'ils ont des problèmes, il n'a qu'à se résoudre les problèmes au niveau du CNDP. Mais le CNDP qui s'est fait, c'est un travail qui est aberrant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et je suis d'accord, on doit revoir le membrement de la CENI. Et le président vous donne rendez-vous dans 7 jours. Comment cela va se passer dans 7 jours? Oui, là, 7 jours, on va s'entendre. On va s'entendre quoi? Et vous ne vous entendez pas depuis pratiquement 5 ans. Dans 7 jours, vous allez vous entendre? Bien sûr, parce qu'on a habité les chefs de l'État, c'est quelque chose qui risque, qui ne s'entend pas. On a habité de rentrer dans les pages. À plusieurs fois, on a fait. Pas aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier. Baba Larassem, nous allons revenir au chef du parti PPL. Baba Larassem, j'ai moi-même suivi le chef de l'État demander au parti, dans le cadre du CNDP, d'être démocrate. Mais on a l'impression qu'il prêche dans le désert. Le message ne passe pas. Il y a carrément blocus. Ce sont des luttes d'influence. Je vais conclure par notre consultant Ahmad Haroun Lari, parce que je suis sûr qu'étant prolixe, il va nous dire beaucoup de choses de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Non, ils peuvent plus de 315 partis Moi, je crois politiques. pas. Je ne pense pas qu'ils vont se mettre ensemble. Non, pas 300. 220. 220 Je ne partis pense pas. politiques. Je ne pense pas qu'ils vont se mettre ensemble. Parce qu'il faut d'abord voir l'esprit du cadre national de dialogue politique. L'esprit de ce cadre, c'est de rassembler des hommes politiques, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, n'est-ce pas, d'être ensemble sur des consensus, avoir un consensus sur un certain nombre de sujets politiques, sociaux, économiques, d'avoir un consensus et de prendre une décision ensemble. Mais actuellement, il y a un problème gravissime. C'est le problème du chronogramme des élections. Il ne faut pas se leurrer. C'est ça le véritable problème. C'est le problème du chronogramme. Et vous savez que la question de changement du président de la CENI, ce n'est pas la première fois. Même dans les élections passées, en 2016, on a eu le cas. On a eu ce cas. Après élection, on a eu ce cas. Mais maintenant, l'opposition... Au niveau du CNDP, ils ne sont pas... En fait, l'actuel président de la CENI leur pose de problème de confiance, c'est ça? Pour eux, oui. L'actuel président de la CENI, ils n'ont pas confiance en lui.
parce qu'ils pensent que l'actuel président a pris parti. Ça, c'est leur point de vue. Leur point de vue. Mais moi, je donne mon analyse en tant qu'enquêteur de droit privé. Vous savez, comme j'avais dit tantôt, nous devons aller aux élections absolument en avril 2021. Absolument. Par conséquent, si nous n'allons pas aux élections, il y aura un vide juridique. Un vide juridique. Parce que le présidentiel, on ne peut pas aller après les échéances passées. Eh bien, on n'a pas un président de la République, ça c'est grave. Par conséquent, la priorité, c'est les élections ce sont les élections présidentielles. Avril 2021. Avril 2021. Maintenant, l'opposition pense que si on va jumeler, n'est-ce pas, les élections, par conséquent, le peuple n'est pas assez mature pour faire le choix. Parce qu'en fait, le bulletin, pour aller à l'urne, on ne sait pas si ça c'est la présidentielle, ça c'est le législatif, ça c'est... Ils pensent qu'il y aura un embryon. L'amalgame. Or, l'opposition oublie. Moi, je ne suis ni de l'opposition ni du parti au pouvoir. Je parle en tant que citoyen, mon analyse personnelle. L'opposition oublie que nous avons eu déjà des élections communales, n'est-ce pas, couplées, où des électeurs ont été, n'est-ce pas, préparés d'avance pour dire que voici ce que vous avez à faire. Et là, c'est un jeu politique. L'opposition, si jamais les élections ne se passent pas en avril, eh bien, il y aura un vide juridique et ils vont, n'est-ce pas, sauter sur ce vide juridique pour dire, eh bien, nous n'avons plus un président de la République et dégage. Ça, c'est leur idée. Deuxièmement, l'opposition n'est pas préparée en réalité. Parce que quand vous voyez l'opposition tchadienne en ce moment, rien n'est préparé. Mais le parti au pouvoir est déjà en avance de plusieurs années. Parce que Augustin Yaïbé, c'est le directeur africain de Tchad, on s'en rend compte, Augustin, que le même débat revient. Le parti au pouvoir semble être disposé et disponible à aller aux élections. L'opposition, je risque d'utiliser des expressions, semble tourner en rond. On se dit qu'est-ce qui se passe? En avril, l'Assemblée nationale fera déjà 5 ans qu'il n'y a pas eu pratiquement d'élection, voire même plus de 5 ans. Depuis 2011, je vais d'abord dire ici, il y a 3 cas de force majeure qui ont fait en sorte que les élections ne puissent avoir lieu. Et nous savons que depuis 2011, les élections devaient se passer en 2015. Et le premier cas de force majeure, c'est que le Tchad n'était pas disposé à l'organiser parce qu'on avait d'abord le problème de la crise. Tout à fait. Et c'était une crise aiguë, et cette crise a paralysé au moins, n'est-ce pas, tous les secteurs. Et c'est pour cette raison... Pas simplement au Tchad, partout au monde. Mondial. Et ce qui a fait en sorte que l'élection n'a pas eu lieu, je pense que le président de la République a appelé au moins, n'est-ce pas, la classe de l'opposition, comme venait de dire le président. Le CNDP faisait partie, et alors je pense qu'ils ont trouvé une solution de renvoi. Et lorsque l'élection a été renvoyée, vous voyez, nous sommes à une période, actuellement nous parlons, n'est-ce pas, de l'hiver, l'hivernage. Et alors qu'une élection ne peut pas se préparer en période de pluie, parce qu'il faudrait au moins, n'est-ce pas, que l'organisation de l'élection puisse au moins, n'est-ce pas, aller partout. De la machine électorale. Ça, c'est de 1. Et nous sommes arrivés à un moment où le troisième cas de force majeure, en mars, vous convenez avec moi, nous avons eu le cas de force majeure qui est la Covid-19. Qui a surpris le monde entier d'ailleurs. Qui a surpris tout le monde. Et comment créer ou faire une élection dans cette période? Parce que même la classe de l'opposition ont vécu la même chose, comme les membres du gouvernement. Mais le président de la République a vécu d'ailleurs lui-même. Il fait partie, n'est-ce pas, du comité du Covid-19. Et alors, comment préparer une élection à cette période? Parce que nous savons également, sur le plan économique, tous les pays, d'ailleurs, le monde entier est en faillite totalement. Et pour ne que parler d'ailleurs du cas du Tchad. Le cas du Tchad, vous savez, nous sommes un pays désenclavé. Et en réalité, on n'a pas de moyens, on n'a pas de ressources financières pour permettre, n'est-ce pas, de préparer une élection crédible, paisible et, enfin, transparente. C'est impossible. Bon, lorsque le président de la République tend encore une fois de plus la main
à la classe de l'opposition, parce que voici ce qu'on appelle même le cœur de la démocratie. La démocratie voudrait toujours, n'est-ce pas, qu'il y ait le dialogue. Et alors ce dialogue-là, le président le tend la main toujours. Mais malheureusement, l'opposition n'arrive pas à donner une conclusion réelle. Parce que c'est une opposition qui est d'abord divisée entre eux-mêmes et ils ne s'entendent pas. Mais comment pourront-ils s'entendre avec le président pendant les 7 jours dont vous venez de dire? Je pense que c'est opaque ou c'est plausible. Il sera impossible que cette classe-là de l'opposition puisse s'entendre. Vous savez, il y a déjà la guerre entre le président Salih Kebzabo et le président actuel qui dirige le fil, monsieur Félix, qui dirige aujourd'hui les fils de l'opposition. Il sera difficile. Parce que celui-ci dit, parce que moi je suis vraiment un ancien, et alors qu'en politique il n'y a pas l'anciennat, en réalité il n'y en a pas, parce que c'est lui qui vient d'être actuellement, et il peut être aujourd'hui président de la République, ou il peut être ce qu'il est. Parce qu'il faut savoir comment jouer la stratégie politique pour arriver à un objectif précis. One man, one vote. Or, il faudrait plutôt que, moi je pense que la classe de l'opposition a l'intérêt de tenir la main du président de la République par rapport au moins, n'est-ce pas, au Covid-19. Et je tiens à vous informer que c'est vrai, il est possible qu'on puisse organiser les 3 élections en un seul mois ou en un seul jour. Pourquoi? Les Tchadiens sont déjà matures. Ils ne sont pas immatures pour voir que ici, là, c'est la photo de Déby, là-bas, c'est Salih Kebzabo, là-bas, c'est peut-être Félix ou peut-être, je ne sais pas. Baba Laracem dit. Les seuls ne sont pas en même temps candidats les présidentielles, les activités communales. Issa Hissène, qu'une fois, on a déjà eu à organiser des élections couplées ici, ça s'est très bien passé. Oui, mais donc, ça veut dire que. Mais pour Angemena, c'est bon, mais pour les gens des provinces, c'est difficile pour comprendre le risque. Maintenant, ce qui est à revoir, c'est quoi? D'où nous venons les moyens pour organiser ces 3 élections en même temps? Parce que c'est ça la réflexion où la classe de l'opposition devait plutôt, n'est-ce pas, essayer de se poser comme question. Parce que vous voulez aller à des élections. Mais comment faire pour trouver de l'argent? C'est vrai, nous avons eu, je pense, en 2019, en janvier, lorsque Macron était venu ici, il a proposé aussi, n'est-ce pas, au Tchad, sa participation à la hauteur, je ne sais combien, mais également le Premier ministre italien était aussi, n'est-ce pas, au Tchad pour proposer au Tchad en réalité une faramineuse somme pour accompagner. Qu'entre-temps, Covid est venu et qu'eux, ils en souffrent même que nous. Voilà. Donc sûrement, ces cagnottes-là risquent d'être... Il faut réunir une somme bagatelle de 70 milliards, si j'ai une bonne mémoire, bien sûr. Pour permettre, n'est-ce pas, pour accompagner les législatives, 70 milliards législatives. Bon, on ne sait pas encore communal et présidentiel. Vous voyez, si on essaie au moins, n'est-ce pas, couplé, d'ailleurs, ça fait 3. Il y aura les élections législatives, il y a communal et présidentielle. Voilà. Bon, alors, s'il faut le faire en même temps, est-ce que le Tchad dispose d'un budget pour le faire? C'est ça le point d'interrogation que l'opposition. Ahmad Haroun Larry. Merci. Je vous ai écouté. En réalité, écoutez les panélistes. En réalité, il y a un problème d'hypocrisie et d'incompétence de l'opposition. Parce que, excusez-moi les termes, parce que moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'opposition, mais il y a des opportunistes au Tchad. C'est trop facile de le dire quand on est opposant. Non, mais moi je sais parce que j'ai eu beaucoup de travail avec eux. J'étais consultant l'année passée, dans les élections passées, et consultant pour l'opposition quand même, parce que je connais de quoi il s'agit. C'est des gens, en réalité beaucoup, c'est des veillards qui ne réfléchissent même pas. Comme il vient de dire, puisque nous sommes des anciens. Non, les vieillards réfléchissent. Non, mais ils ne réfléchissent pas parce que si vous êtes parti une fois, 2 fois à l'élection, vous avez perdu, normalement, vous devez laisser aux autres la place parce que vous avez échoué. Mais ils ne veulent pas laisser parce qu'ils ne veulent même pas d'autres personnes. Tout à fait. Donc, le président Chirac est allé aux élections présidentielles plus de 4 fois avant de réussir. Oui, mais. On est parti 2 ou 3 fois. Mais lui, au moins, c'est les partis. 85 à 2000. Mais eux, c'est les chefs de file par président du parti à vie. Depuis 1960. Depuis 1960, depuis la création des partis. Président des partis. 1960. Pas de congrès pour élire le président. Et même si le président décède, ce sont frères, ce sont beaux-fils, ce sont fils. Donc, vous comprenez, même les partis, les gens font monarchie. Comme il a bien souligné, la majorité des partis politiques ont leur siège dans les sacs. Et c'est eux qui crient, c'est eux qui dérangent. Donc, ils n'ont pas de proposition. Moi, je suis parfaitement d'accord parce que lorsqu'on voit les partis au pouvoir avec son leader, le très charismatique Momazen, lui, avec son parti, on a eu à discuter, on l'a vu, il dit nous sommes prêts, même si aujourd'hui, on va aller. Il faut que l'opposition s'entende. Mais l'opposition, jamais, jamais du tout, ils ne vont s'entendre. Tout simplement parce que chacun cherche son intérêt propre. Ils savent qu'ils ne vont pas gagner le présidentiel.
Ils savent très bien qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de députés. Mais surtout la clémence des partis au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis sûr, les partis au pouvoir sont capables, même le petit arrondissement, pour gagner les élections. Mais comme il y a beaucoup de marchandage politique, c'est pourquoi ils laissent à certains partis, entre guillemets, d'opposition, de trouver des voies. Qu'est-ce qui va se passer, le chef d'État? Ils ont rendez-vous dans quelques jours, j'allais même dire dans quelques heures, avant de donner la parole à Baba. Les chefs de l'État a fini avec Boma. Les chefs de l'État a fini avec Covid. Maintenant, il a laissé aux autres, nous les autres, pour faire le maximum. Une semaine, après une semaine, le chef de l'État va décider. Parce que si lui ne décide pas, rien ne va aller. Parce que comme il a bien souligné, aujourd'hui on dit non, on ne fait pas les gars de Sony. Parce qu'au départ, ils ont dit que c'est bien, il est le meilleur, c'est quelqu'un qui est digne. Mais maintenant, il dit non, on ne fait pas de lui. Avant, on dit non, CNDP fait bien le travail. Maintenant, on dit non, c'est parce que chacun cherche son intérêt propre à lui. Est-ce que c'est mauvais de chercher son intérêt? Oui, mais l'intérêt, vous cherchez, mais il ne faut pas pénaliser les gens. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Comme vient de dire, M. Ahmad vient de dire, il n'y a pas l'opposition démocratique et constructive pour l'avenir de ce pays. Ils sont démorcelés et divisés de groupe en groupe. Aujourd'hui, tu trouves de l'opposition qui se réunissent avec des groupes de 15-10 partis. Après-demain, 5-6 partis. Le lendemain, 14-15 partis. Non, mais ils sont Attendez d'abord. 200, non? Non, je parle de l'opposition. L'opposition démocratique tchadienne. Je ne parle pas de la totalité des partis politiques tchadiens. Je parle de l'opposition démocratique tchadienne. Ils réclament au total des 45 ou 50. Ils ne s'entendent pas sur les 45 ou 50. En 15, 10, 6, 7. On a la volonté d'aller aux élections. Les chefs de l'État, rien à voir avec ça. C'est la CNDP qui va décider. Et avec les CNDP, ils ne sont pas entendus. Les chefs de l'État, ils ont obligé encore de convoquer les gens pour être un arbitre à la dernière fois, pour organiser les élections le plus vite possible en avril 2021. Mais depuis 3-4 jours, ils se réunissent de groupe en groupe, de groupe en groupe. Mais la majorité présidentielle est prête d'aller aux élections. Nous n'avons pas de problème. Même si le Covid-19, demain, la comité qui nous donne des bilans, voilà, en Djamena, 0 Covid, 0 maladie, tout est guéri, on est prêt d'aller aux élections même demain. Non, c'est pas en Djamena, il faut que ce soit... Dans tous les territoires nationaux tchadiens, on est prêt d'aller aux élections, même si c'est demain. Mais maintenant, c'est l'opposition. Qu'ils s'entendent, qu'ils nous viennent, voilà le chronogramme électoral pour aller aux élections. Maintenant, on est prêt d'aller. Il ne faut pas critiquer les MPS, critiquer la majorité ou critiquer les chefs de l'État. Maintenant, c'est les critiques au niveau d'eux-mêmes, qu'ils s'entendent et qu'ils reviennent avec une solution constructive pour aller aux élections. Le maréchal, une proposition. Baba Larassem, on connaît un grand négociateur, il aime dialoguer, etc. En tant que décideur, qu'est-ce qu'il pourra, comment va-t-il mener ou manager cette carotte et le bâton ensemble pour que l'opposition enfin puisse mettre en exergue l'intérêt supérieur de la nation? Le mot stratégie est un mot militaire. Et en politique, les stratégies sont également utilisées. Le maréchal Idriss Déby Itno, c'est un fin stratège. Et il a compris qu'en réalité, s'il faut laisser le temps à l'opposition de décider, on va tirer le temps pendant plusieurs années sans avoir de solution. Par conséquent, il a dit une semaine. Je vous donne une semaine. Vous êtes des leaders, vous réfléchissez, rassemblez vos États, n'est-ce pas? Baba Larassem, soyons francs, nous sommes dans les téléspectateurs. Une semaine, ça ne donnera rien. Bon. Non, une semaine, mais pour les partis politiques prétendent être un président, même si ce sont en doute retrouver une solution. Il ne pas aller une semaine. Moi, je pense qu'une semaine, c'est raisonnable. C'est beaucoup même. C'est raisonnable parce que pour des personnes... Je comprends le président de la République, oui. Mais on a déjà coutume à constater que les partis d'opposition regroupés dans le cas de CNDP, ils arrivent toujours pratiquement bredouille. Ça ne donne rien. En tant que président de la République, il a le dernier mot. Même dans le cadre national. L'enjeu n'est pas de taille actuellement. Parce que nous sommes déjà à une période hivernale. Ça veut dire que
il est difficile pour qu'une élection se tienne chez nous. Tout à fait. Bon, ce qui est normal, naturel, je pense que lorsque le président fait un appel au moins à la classe de l'opposition, il faudrait qu'il vienne et qu'il s'asseye. Parce qu'une chaise vide ne peut pas trouver une solution à quiconque. Mais il faudrait qu'il arrive, et même à 24 heures même, je pense qu'ils sont prêts. Mais s'ils sont prêts, ils n'ont qu'à venir et prendre une décision, parce que c'est un dialogue. Chaque fois, on demande toujours le dialogue inclusif. Mais ils viennent, ils parlent, on sort bredouille. C'est ça, la majorité de ces chefs de partis politiques, ils ne maîtrisent ni les lois de la République. Ils ne maîtrisent. Moi, je suis désolé de vous dire. La majorité, ils ne connaissent même pas. La majorité d'entre eux ne connaissent l'hymne national. Faites chanter à un leader. Mais il faut les présenter pour qu'ils retirent leur autorisation de fonctionnement. Ils ne peuvent pas s'exprimer ni en français ni en arabe. Vous les amenez pour parler des problèmes juridiques, des chronogrammes de CENI, de code électoral. Ils ne maîtrisent pas, mais ils sont là opposants parce qu'opposés à délit. Point barre. Et donc, c'est pourquoi ils n'arrivent pas, ils instrumentalisent sur leurs parents. Parfois, ils créent des associations pour créer des collectifs, des associations pour soutenir l'opposition. Donc, leur rôle même, c'est parfois la société civile qui l'a fait. Donc, ces partis politiques, comme ils viennent de dire, ils ne sont pas nombreux à l'opposition. 40, même pas 40, ceux qui s'opposent à la réalité ne dépassent même pas 10. Mais demander leur capacité de mobilisation. Et il faut reconnaître en réalité, le président Idriss Déby nous a apporté la véritable démocratie. Oui. Nous étions à combien lorsque c'était le temps de l'unir à l'époque du Sénat? Il y avait combien de partis? C'est un parti libre. Et aujourd'hui, nous sommes à 215. Il faut reconnaître qu'en réalité... Mais n'oubliez pas, dans les années 68, il y avait 16 partis. Réduire ces partis par idéologie. Et ces partis ont refusé parce qu'aujourd'hui, quelqu'un vous dit, par exemple, je prends un exemple, INDR dit que Parti social-démocrate, PND dit que c'est Parti social-démocrate, MP c'est Parti social-démocrate, donc il s'oppose à qui? Si MP c'est Parti social-démocrate, PND, INDR, il s'oppose à qui? C'est les mêmes partis. Non, attendez. Moi j'ai beaucoup de respect pour l'opposition tchadienne. Bien sûr. J'ai beaucoup de respect. Bon, je parle personnellement. Moi, je pense que dire que l'opposition, ils ne comprennent rien, que des gens qui ne connaissent ni l'arabe ni le français, la majorité, je ne partage pas cet avis. Mais ça, parce que je sais, c'est son point de vue. C'est mon point de vue. Je sais qu'au milieu de l'opposition tchadienne, il y a des intellectuels. Réfléchis tout à fait. Il y a des gens qui réfléchissent, qui décident des choses. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est dans l'enjeu que nous savons par rapport aux élections. C'est pourquoi je disais tantôt que le président de la République a donné une semaine à l'opposition, étant une opposition qui s'oppose, n'est-ce pas, à son gouvernement, lui qui dirige, eh bien, trouver un cadre commun ensemble. Et moi, je vais donner aussi mon appréciation. Et moi, je félicite le président de la République. Parce qu'en fait, il appartient à la CENI de sortir un chronogramme. Il n'appartient ni au président de la République, ni à l'opposition. Il appartient à la CENI. Par conséquent, une semaine, si vous ne vous entendez pas, eh bien, je prends ma décision. C'est pas le président de la République qui va prendre la décision. Non, oui, parce qu'il est le garant de l'institution. D'abord, le président de la CENI. Parce que le président de la CENI doit analyser les deux données. Les données de l'opposition, les données du parti au pouvoir. Merci et tirer des conclusions. 30 secondes pour chuter, nous sortons de l'émission. Ok, merci. Moi, je pense que la bonne manière de faire, nous avons déjà une démocratie, ce n'est pas une jeune démocratie en tant que telle, elle est vieillissante depuis 90 ou 93. 3 décennies. Bon, ouais, ça prouve que les Tchadiens sont déjà matures, et surtout la classe de l'opposition, puisque le président de la République vous tend les mains. Dans sa main, je pense qu'il faut composer avec le président de la République pour trouver une solution idoine et enfin que les élections aient lieu. Ça, c'est de 1. Et de 2, je veux encore une fois de plus, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la diversification des actualités dans notre pays. Parce qu'en réalité, l'État n'est pas capable aujourd'hui d'absorber ceux qui sont sur le point d'attendre de l'emploi. Parce que quand vous constatez aujourd'hui, il y a des chômages. Et je pense... C'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Oui. Mais moi, je voudrais plutôt, au moins, je parle de mon pays. Tout à fait. Et je pense qu'il y a certaines mesures que le gouvernement... D'accompagnement. Pour accompagner ces jeunes-là qui attendent l'emploi. Il y a 17 000 emplois par an au Tchad. Depuis déjà 2015, je vous ai parlé de la crise qui a frappé à plein fouet le Tchad. Ça veut dire que vous comptabilisez 17 000 emplois sur le marché jusqu'à actuellement. Les nombres sont énormes.
Donc, il faudrait plutôt, n'est-ce pas, chercher les voies idoines pour créer au moins, n'est-ce pas, les activités. Par exemple, je prends l'énergie renouvelable. On peut créer de l'énergie renouvelable à Moundou, à Pala, dans des zones, et ça peut, n'est-ce pas, donner de l'emploi à ceux qui sont dans le besoin de l'emploi. On ne va pas seulement rester dans l'énergie fossile. Il y a un fonds national d'emploi qui gère ça, non? Oui, mais il y a un fonds national qui est là. Mais ce fonds national, comment gérer, c'est un autre problème. Parce que si on entre dans les problèmes d'emploi... Déjà, l'État, via le président, il injecte énormément d'argent. Mais il faut que j'ajoute à celui du professeur Augustin Yahibé, il faut que pas le gouvernement focalise au niveau de la capitale à N'Djamena. Parce qu'il y a l'exode rural. Ce qui a pris toute l'ampleur, on n'arrive même pas à distinguer entre les chômeurs et les diplômés sans emploi et celui qu'on appelle les fonctionnaires des 40, c'est les commerçants ambulants. Il faut qu'il y aura un centre de statistiques de donner les chiffres de chômage tchadien. Il faut que l'État doit se focaliser à Moundou, à Sar, à Béché, à Mongo, à Kanem. Il ne faut pas qu'on se focalise toujours en N'Djamena. Avec le souci que dans un État comme l'État du Tchad, où tout est prioritaire, il est difficile de trouver le cap de priorité. Parce que c'est l'État même qui facilite de donner, de facilite l'exode rural. Augustin Yahibé, monsieur le directeur d'Afrique Média, Tchad, nous n'avons plus le temps, vraiment, nous sommes désolés. Merci à Augustin Yahibé, merci à Baba Alarassin, merci à Issa Issel Al-Khali, merci à Ahmad Haroun Lari. Merci également à Ahmad, notre réalisateur. Merci à Gozator. Je ne sais pas qui est de ce côté-là. C'était un réel plaisir de prendre la parole, en fait, de discuter avec vous cet après-midi. C'était 45 minutes x 2, le temps donné par le réalisateur Ahmad. Ce fut un plaisir. Dimanche, on se retrouvera bien entendu dans le cadre de Zapresse, d'autres émissions dont vous commencez à être habitués, Polémos, Panafritude et bien entendu Actu Covid-19. Bonsoir à tous et à toutes. Restez fidèles à Tchad 24. C'était un plaisir. Merci. Salam alaikum.